Chers voyageurs du rêve, je vous salue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la sorcière. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui sur la sorcière? Je vous promets, ça va être un peu cinglant aujourd'hui, hein. Je me suis bien préparée, ça va être cinglant, mais bon, je pense que cette symbolique est assez intéressante pour mettre un peu en introspection certains phénomènes de société. Donc, origine et étymologie, voilà, vous commencez à avoir l'habitude sur mes dernières vidéos. Donc, l'origine et l'étymologie pour le mot de la sorcière. Donc, l'apparition environ vers le XIIe siècle pour le masculin, sorcier. Et au XIIIe siècle, sorcière pour le féminin. Donc, c'est issu du latin médiéval sortiarius, donc, qui parle de jeter des sorts. Donc qui est lui-même un dérivé des sorts. Hein. Bon, voilà. Donc ça a été trouvé dans le dictionnaire de l'Académie française, mais bon, vous pouvez le retrouver sur d'autres types de dictionnaires si vous êtes curieux. Donc on s'intéresse à l'évolution et la désignation. Donc dans un premier temps, on observe qu'étymologiquement, voilà, on voit que la sorcière était déjà affiliée à quelque chose de masculin, parce qu'on parlait du sorcier au départ, et que c'était beaucoup plus sur le sort. Et on sait pourquoi, là déjà, on voit qu'il y a une attirance à poser ce rôle, en tout cas sur la figure féminine. Et on va explorer un petit peu pourquoi dans le reste de cette vidéo. Donc, les pratiques ancestrales et la transmission. Donc, il est intéressant de savoir que la symbolique de la sorcière représente déjà une forme de régression un peu méprisante de notre société envers la pratique aussi de nos anciens. Donc là, on peut sentir une forme de domination. Je vais vous expliquer plus profondément pourquoi après. Mais on peut parler déjà ici, vous voyez bien, de l'éradication finalement de certaines méthodes transmises de génération en génération par des méthodes beaucoup plus empiriques dans la façon de soigner et d'observer aussi la vie. Donc, nous pouvons nous poser des questions. Je ne dis pas que les méthodes empiriques ne sont pas transmises de génération en génération, mais il y a quand même un aspect plus social, en fait, au rapport de la guérison, etc., qu'avaient nos anciens, parce que forcément, ils n'avaient pas tous ces outils technologiques, donc ils étaient obligés d'être dans un rapport plus social. La parole était beaucoup plus importante, en tout cas dans le soin, qu'aujourd'hui on peut retrouver, où on se retrouve parfois, on peut se poser la question parfois de la médecine et du rapport social, le rapport au corps, etc. Mais bon, je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas entièrement ce qui est pointé ici, mais vous allez voir, on n'a pas fini. Donc, ça pose la question du rôle, par exemple, de la confiance dans les praticiens, parce qu'à l'époque, ces personnes-là qui faisaient de la magie étaient désignées par les leurs pour aller voir dans l'avenir, pour comprendre les symboliques. Il y avait une forme de confiance aveugle, on peut se dire, en ces personnes qui sont désignées, voilà, je ne sais pas, par le groupe ou parce qu'elles avaient un don inné, une forme d'intuition forte. Donc, on peut parler quand même des dérives. Bah oui, parce que bon, voilà, faut être quand même juste. Et je pense qu'il y avait quand même des dérives. Alors, ces dérives, voilà, d'hommes ou de femmes, sorcières, qui restent inscrits quand même dans une forme d'humanité. Et c'est là où il pouvait aussi avoir cette dérive. C'est que certaines personnes pouvaient se dire Dieu, etc. Donc, on peut voir toute forme de mégalomanie qui avait pu naître aussi de ces praticiens dans ces anciens temps, qui restent des humains par nature, donc restent soumis aux tentations de l'homme, donc pouvoir, manipulation, et j'en passe. C'est pour ça que nous allons quand même aborder cette symbolique de la sorcière selon deux perspectives. Donc, sa représentation symbolique purement. Donc, on va voir que c'est pas super glorieux. Bon, voilà, c'est quand même négatif. Et comment, en même temps, cette symbolique négative a été reprise et utilisée pour maintenir aussi la toute-puissance de certains pouvoirs dans le temps.
Donc voilà. Donc on y va. Donc, dans le rêve de la sorcière, ce rêve pourrait symboliser donc, une figure archétype mauvaise de la femme, il faut le dire, là je parle bien de sorcière. Les sorciers, c'est autre chose. Mais en tout cas, par rapport à la femme, on peut parler vraiment du côté mauvaise graine, lorsque nous l'imaginons. Donc on est influencé forcément par nos mythes, les légendes et les contes de notre enfance. Cette dernière est plutôt vieille. On va dire que c'est un peu la vieille folle rigolote. On va pas se le cacher. Parfois, elle peut être très ténèbre et méchante. Bon, voilà. Alors, on va aller droit au but. C'est un antagoniste. C'est un antagoniste de notre bonheur. C'est pas quelqu'un qui nous veut du bien. Voilà. Il faut qu'on le pose ici dans cette symbolique de la sorcière. Donc, on peut explorer aussi son apparence symbolique et physique parce que forcément, elle s'inspire des contes. Donc, comment elle a été dépeinte. Donc on voit un peu souvent l'apparence d'une forme de marâtre, une femme un peu jalouse, avec qui rigole, comme une folle, faut le dire, des ongles longs, crochus, voilà, qui peuvent nous faire penser à cette symbolique un peu de la blessure. Elle peut nous blesser, elle est dangereuse, elle écorche, elle nous agrippe. Donc il peut avoir aussi ici le symbolique d'une forme d'emprise. Elle témoigne aussi d'une forme de froideur, bon, faut dire, elle fait un peu sociopathe, la sorcière. Voilà, il faut qu'on le dise. Donc, son chapeau aussi est autant un témoignage de sa personnalité. Voilà, elle est tapie dans l'ombre, mais aussi sa connexion au monde invisible et occulte. D'où le fait que ce chapeau est en pointe. Ouais, voilà, hop, c'est comme une antenne finalement. Donc, on voit qu'elle vit la nuit et cela renforce cette image de femme qui se cache dans l'ombre. Elle a une intuition fine. On voit, je vous avais dit, le nez très souvent, le nez qui est un peu pointu ici. Là, on est un nez carrément crochu, ouais. Donc, tout est crochu avec elle. Donc, c'est aussi symbolique de sa ruse. Les dents aussi, pareil, les dents pointues comme ça. Un peu comme une personne qui mange les hommes. D'ailleurs, je crois qu'il y a les contes et légendes sur le fait qu'elle mange les... C'est pas Hansel et Gretel, bon, je sais plus, peut-être que je mélange, mais il y avait une histoire aussi d'une sorcière qui mangeait les enfants. Donc ça aussi, on peut parler de son insatisfaction à cette sorcière symbolique, à son envie aussi de désirer toujours plus et toujours ce qui lui est inaccessible. Son balai, il démontre sa fuite. Ce n'est pas un personnage qui va nous confronter frontalement. Donc elle est toujours dans les airs. On a un peu l'image aussi de la chauve-souris. Je vous ai parlé de ces choses, un peu les soucis, les personnes qui planent comme ça au-dessus de notre tête. C'est un peu pareil, la sorcière, il y a quelque chose de... C'est une mauvaise augure, en fait, sa symbolique. Elle est là, du haut de son balai. Bon. Donc, autrement, dans son rôle social et relationnel, donc... la victime se retrouve souvent être des enfants, des jeunes femmes en devenir, des personnes souvent qu'on peut caractériser de naïves et innocentes. Et souvent, ces personnes-là se fient à elles. C'est triste, lui font confiance. C'est une histoire de confiance. Ils lui font confiance. Et dans cette caricature, cette sorcière, vous voyez, elle est souvent célibataire, seule. Elle est là avec ses animaux de compagnie. Voilà, elle passe ses journées à comploter là, autour de son chaudron, à préparer des sorts pour contraindre le destin de ses victimes. Donc, cette sorcière sous ce prisme est une forme de figure anti-jeunesse. Alors, pas pour elle, mais voilà. Tout ce qui est jeune, innocent, plein de vitalité, ça l'exaspère. On voit qu'elle jalouse la beauté, la jeunesse qu'elle n'a plus. Sa seule manière de rester jeune, ce serait alors de dévaloriser la jeunesse, de la nuire, de l'éradiquer. Donc autrement, on peut voir aussi cette figure de femme dans l'ombre, qui se complaît dans la médisance, parce que jeter des sorts, et aussi jeter des incantations. Quand je remontais un petit peu dans ces symboliques-là, on en revient à la parole, la mauvaise parole, vous voyez, quelque chose qui est un peu de l'ordre de la mauvaise manifestation, vous voyez, de vouloir le malheur des autres. Il y a un peu cette chose-là. Et nous pourrions interpréter cette femme comme quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Je sais pas si vous avez remarqué dans les films, ou surtout dans les films, ils montrent un peu cette symbolique, c'est assez intéressant.
d'une femme qu'on croit jeune. Alors moi, je pense à Blanche-Neige, et il y a eu d'autres trucs aussi, avec des petites transformations, etc., où on voit qu'elle montre pas son vrai visage et que, en fin de compte, on découvre que c'est une vieille femme, vous voyez. Ou peut-être sa laideur, vous voyez, la laideur, la personne a une âme tellement noire que, du coup, son visage en devient laid. Et vraiment, ce truc, un petit peu, on sait pas à quoi se fier. Donc on pense aussi, hein, bon là je vous donne la petite référence Blanche-Neige, mais il y a aussi récemment, il y avait Game of Thrones, je ne sais pas si vous vous souvenez, la sorcière rouge, et il y a un passage très marquant où à un moment on voit son vrai visage, c'est horrible. Ça m'a traumatisé ce passage. Ah, vraiment, ça m'a fait penser un peu à ce moment de Blanche-Neige. Donc, et maintenant on passe au côté un petit peu piquant, hein, un petit peu politique. Parce que la sorcière aussi il y a dans sa symbolique des aspects historiques, politiques. Donc, on va parler de la persécution historique et de cette manipulation collective. Donc, il faut savoir que la diabolisation de la sorcière est née durant le XIIe siècle. Auparavant, on parlait plus du latin magus. Donc, on parlait plus de personnes qui utilisaient la magie, ou faisaient de la divination, bon, ce genre de choses. Donc, persécutée et tuée à de multiples reprises, la sorcière, hein, entre guillemets, si elle fut réellement une sorcière, hein, parce que bon, c'était très facile d'accuser, hein, d'accuser les voisins, etc. On connaît bien ce genre d'ambiance, de sorcellerie, etc. Donc, les principaux auteurs de ces meurtres de sorcières, bon, il faut qu'on fasse comme une enquête, hein, c'était qui ? Donc, l'Église catholique, les protestants, bon, beaucoup de religieux quand même, accompagnés souvent des hauts pouvoirs. Dès lors, hein, le qualificatif de cette sorcière devint quand même un outil de manipulation collective. Il est ambigu. De quoi on parle quand on parle de sorcellerie ? On parle de tout et de rien. Parle-t-on d'un fantasme, un conte ? De quoi on parle ? De quoi réellement ces personnes étaient accusées ? On peut se poser la question. Voilà, donc est-ce que c'était réellement des personnes qui faisaient de la magie et des sorts, ou peut-être simplement des personnes qui avaient d'autres religions et donc d'autres rituels ? Donc là, on voit bien qu'il y avait comme une manipulation, hein, des peuples par la peur. Dans les sociétés passées, la religion avait ce pouvoir et utilisait la peur pour contrôler ces populations. Vous imaginez, à l'époque, on disait que le roi, c'était Dieu qui l'avait choisi. Vous vous rendez compte du pouvoir qu'avait le roi, quand même ? On disait que c'était Dieu qui l'avait choisi pour être là, alors qu'il n'y avait aucune preuve, hein. C'est eux qui le disaient. Donc vous vous rendez compte que pour ces personnes, hein, croyantes, analphabètes, parce que très souvent, elles ne savaient pas lire, ces personnes, elles n'avaient aucune connaissance, hein. On était vraiment dans la fabrique à haut potentiel de l'ignorance, là, hein. Donc, est-ce que vous auriez pu oser, hein, vous rebeller sans ce savoir ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit glorifier le fait de pouvoir savoir, lire des livres, être curieux, parce que ça nous permet aussi de nous protéger de la manipulation. Les techniques utilisées pour éradiquer les rebelles étaient parfois dignes, hein, d'une forme d'envoûtement collectif. Et c'est là où c'est assez paradoxal, hein. Parce que quand on rappelait ces anciennes pratiques et la manipulation, tout ça, l'envoûtement des foules, on pourrait se dire que c'était les pouvoirs, les sorcières en réalité, parce que c'était vraiment pas normal de faire ça. Et puis au cours du XXe siècle, on va vraiment voir, hein, ce mouvement féministe, bon, toujours un peu aujourd'hui, on revient un peu dans ce mood-là, hein, donc c'est jamais anodin. Quand vous voyez un peu ce genre de symbolique revenir, c'est qu'il y a des sujets qui reviennent sur la table. Donc on voit que les mouvements féministes se sont réappropriés, hein, l'image de la sorcière comme des martyrs, hein, mais aussi en même temps comme des militantes rebelles, hein, des figures un peu de victimes qui ont subi une réelle injustice. Donc cette démarche, hein, contestait les mêmes méthodes d'ostracisation, hein, et de diabolisation dont avaient été victimes ont été victimes les femmes, leur permettant de reprendre, hein, le pouvoir sur une image mauvaise qui leur avait été imposée. Ceux qui revendiquaient leur émancipation, donc notamment les femmes ici, étaient souvent calomniés, caricaturés. On brouille les contours de l'identité réelle d'un individu, comme ça on délégitimise sa parole, et on contribue évidemment à quoi ? À son exclusion et sa déshumanisation. C'est comme jeter quelqu'un dans la foule pour que la foule puisse déverser sa haine, etc. sur des individus. Donc c'est très sombre. Donc
je vais vous parler d'une autre figure féminine ici, parce qu'il y a une forme de double stigmatisation, c'est la figure de la femme noire en rapport avec la sorcière. Parce que ça, c'est des petites choses importantes hein, pour les femmes noires aujourd'hui, et comment lire les codes, même dans les films, etc. actuels. Donc, pourquoi c'est un symbole aussi puissant de stigmatisation, mais aussi une forme d'ambiguïté? Parce qu'on peut voir dans certains films ou séries que la femme noire apparaît comme une figure un peu diabolique, mais pas vraiment diabolique, il y a plus ce côté un peu la sorcière magique, envoûtement. Mais en même temps, je sais pas si vous voyez, il y a quelque chose un peu de pervers parce que cette femme est souvent sexualisée et exotique. On la montre dans quelque chose d'un peu exotique. Je sais pas pourquoi, mais je pense aussi à Calypso, donc qui est en plus une figure un peu de divinité, mais qui avait un peu cette symbolique de la sorcière. Je sais pas si vous vous rappelez de Calypso dans Pirates des Caraïbes, hein. Mais c'est sûr, c'est beau, c'est... Voilà, mais en même temps, on peut se poser la question d'où ça vient. Et l'hypothèse ici qui peut être faite, c'est l'héritage colonial et la caricature. Donc, cette femme noire, voilà, toujours un petit peu dans ce côté un petit peu de la femme prostituée, habillée de manière un petit peu légère. Bon, surtout que, je suis désolée, mais la femme noire au temps de la piraterie, bon, 3 petits points hein, par rapport à la prostitution, etc. Donc, il y a une représentation vraiment ambivalente ici, qui fascine autant qu'elle effraie, et qui trouve ses racines hein, dans une vision colonialiste masculine, hein, donc avec tous les fantasmes que ça appelle. Hein. Donc on se rappelle hein, que ces femmes noires étaient systématiquement, durant ces périodes sombres, violées, déshumanisées. Hein. Je sais même pas, ces pauvres femmes avec les prédateurs qui devaient être rois dans ces environnements, c'est une horreur. Et par ailleurs, hein, y a plein de choses. Ici aussi, en même temps, on retrouve hein, pourquoi ces femmes noires étaient vues comme des sorcières. Parce que, encore une fois, relié à la religion, tout rituel religieux qui n'appartenait pas à la religion dominante était stigmatisé. Donc le vaudouisme qui a été caricaturé. Donc pareil, là, il y a beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là pour ceux qui sont intéressés. Et ces pratiques étaient utilisées, évidemment, pour des personnes qui, de toute façon, n'avaient aucun autre moyen d'avoir recours à ces solutions pour se défendre, entre parenthèses. Hein, mais c'est une défense symbolique hein, contre l'oppresseur. Je pourrais conclure en disant que, voilà, donc, la sorcière, dans ce cas, est donc un mythe, hein, dans le sens où on va vraiment diaboliser et revendiquer. On va délégitimiser la parole d'un individu en utilisant le personnage de la sorcière comme avatar hein, destiné à exclure les personnes de la société. Et donc, dans ce procédé, pourquoi il est dangereux? Parce qu'il ouvre justement la porte à toute barbarie injustifiée. C'est ça. C'est à partir du moment où vous êtes déshumanisé, tout le monde peut faire ce qu'il veut de vous. On peut vous jeter en pâture, il n'y a pas de problème en fait. C'est terrible en fait. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce que comprendre les symboliques, vraiment, ce qu'elles induisent, c'est aussi se reconnecter à des souvenirs de nos peuples, c'est une forme de devoir de mémoire. Et ça nous permet aussi de mieux réfléchir et de faire des meilleurs choix dans l'avenir et d'être plus clairvoyant par rapport à certaines situations qui se déroulent. Voilà. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve la prochaine fois. Alors là, je vais continuer un peu la saga des monstres. Là. Je pense que je vais travailler sur le mort-vivant. Ça peut être intéressant. Les morts-vivants, les zombies. Donc, j'ai bien trouvé des choses là-dessus. Ça va être intéressant. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.